F-35 Lightning II, SR-71 Blackbird, B-2 Spirit ou F-117 Nighthawk. Tous ces avions de combat ont un point commun, la furtivité. Le but de la furtivité, c'est de se rendre le moins visible possible aux yeux de l'adversaire. La furtivité rend les attaques aériennes inopinées, imprévisibles, et donc l'ennemi ne peut pas se préparer à ça. Qu'ils appuient des troupes au sol, pénètrent en territoire hostile, fassent du renseignement ou assurent la dissuasion nucléaire, les avions de combat furtifs transforment la façon de faire la guerre depuis maintenant 7 décennies. Si les Allemands avaient eu le temps de produire en série le HO-229, l'issue de la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas été la même. Le F-22, en fait, il doit être capable de détecter des avions ennemis, de les poursuivre, d'engager un combat aérien, et c'est ce qui change tout, en fait. Derrière cet atout incontournable de la guerre aérienne moderne se cachent des trésors d'ingénierie ultra performants et hautement confidentiels. Quand on parle de furtivité, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on croit savoir. En fait, on entre dans le domaine du secret défense. Quels défis technologiques les ingénieurs aéronautiques ont-ils dû surmonter pour répondre aux contraintes de la furtivité et leurrer les radars ennemis? Dans les années 50, d'aller haut, c'est le seul moyen de la furtivité. Faire voler le Blackbird à Mach 3 et à 80 000 pieds, ça va être un véritable challenge, une équation extrêmement complexe. Quels sont les secrets de conception de ces appareils extraordinaires et des matériaux qui les composent? Les ingénieurs de chez Lockheed vont devoir développer du moindre rivet aux matériaux, au revêtement, à la motorisation. Tout doit être nouveau. Voici l'épopée technologique de l'un des dispositifs les plus stratégiques de l'aéronautique militaire. La furtivité des avions de combat. Bonjour, un seul titre ce matin, la guerre qui a commencé à 1h, heure de Paris. Les forces occidentales ont engagé les hostilités contre l'Irak. 17 janvier 1991. Les télévisions du monde entier diffusent les images de la première guerre du Golfe. Dans le ciel de Bagdad, ces milliers de lueurs vertes sont des balles traçantes tirées par la défense anti-aérienne irakienne. Et leur cible, la voici. Un mystérieux triangle noir qu'aucun radar n'a réussi à détecter. Ces images ont été fournies par le Pentagone. Car à l'époque, personne ne connaît cet avion top secret capable de bombarder la capitale irakienne sans être repéré. Son nom, le F-117 Nighthawk. Quand les F-117 participent à la toute première frappe sur les centres nerveux de la défense irakienne, ils n'ont absolument pas été décelés. Ils larguent leurs bombes à peu près tous au même moment, et c'est seulement à ce moment-là que la DCA se réveille. Il arrive, on ne le voit pas, les bombes tombent, il repart, on ne l'a pas vu. C'est la panacée. Au sol, malgré le puissant bouclier anti-aérien de Saddam Hussein, l'artillerie ne parvient pas à atteindre les chasseurs bombardiers furtifs. À l'époque, l'armée de Saddam Hussein, au moment de la guerre du Golfe, était considérée comme la 4e meilleure armée du monde. Mais en fait, ils ont été totalement dépassés par notamment la précision des frappes et puis l'emploi des avions furtifs. Contre toute attente, un mois seulement après le début de l'opération Tempête du désert et près de 2000 missions furtives, les bombes à guider laser des F-117 ont détruit l'essentiel des infrastructures de l'armée irakienne. Une victoire éclair, dans laquelle cet appareil ultra secret a joué un rôle déterminant. Ces statistiques sont impressionnantes. Il y a une quarantaine seulement de F-117 qui sont engagés lors de la guerre du Golfe. Et ces F-117 accomplissent 2% seulement des 100 000 missions aériennes. Par contre, ils détruisent 60% des objectifs stratégiques. Quand les Américains ont imaginé, puis conçu, puis mis en service le programme F-117, ils se sont dit, ça y est, on tient l'arme absolue. Mais quels sont les secrets de l'efficacité du F-117? Que sait-on des caractéristiques hors du commun du mystérieux avion fantôme américain? Destiné aux attaques au sol, le F-117 Nighthawk, aux étranges facettes acérées, est un petit bombardier monoplace de 13 mètres d'envergure. Il atteint la vitesse subsonique de 993 km/h. Son plafond de vol est de 13 700 mètres d'altitude.
pour une autonomie sans ravitaillement de 1700 km. La soute à armement ventral emporte 2 redoutables bombes à guidage laser, soit 2270 kg de charge militaire. Mais le principal atout du F-117, c'est à son étonnant design qu'il le doit. Sa forme est conçue pour une exigence, c'est réduire la signature radar. C'est vraiment un avion qui, dès le départ, est conçu pour un but, un objectif, être furtif. Pourquoi l'US Air Force a-t-elle imaginé un appareil aux caractéristiques si exceptionnelles? Le F-117, c'est un besoin. C'est un besoin après le traumatisme du peuple américain après la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu des centaines d'avions. Les Américains vont s'apercevoir que leurs chasseurs bombardiers classiques et leurs bombardiers stratégiques sont régulièrement mis en danger par les missiles soviétiques, notamment autour d'Hanoï. Ces missiles, ce sont les redoutables SAM SA-2 Guideline développés en URSS à la fin des années 50. Armés d'une charge explosive de 130 kg et volant à plus de 3 fois la vitesse du son, ils peuvent repérer, attaquer et détruire n'importe quel avion américain à plus de 40 km de distance. Alors, les missiles SA-2, ce sont des missiles qu'on appelle solaires ou surface-air, qui sont là pour intercepter et détruire les avions adverses, qu'ils soient chasseurs ou bombardiers. Très vite, les ingénieurs américains comprennent que la meilleure parade aux missiles SAM, c'est la furtivité. Si les radars ne détectent pas l'avion, le missile ne l'atteindra pas. L'armée américaine charge alors les plus brillants ingénieurs aéronautiques du pays de trouver une solution. Objectif, réaliser ce qui semblait jusqu'alors impossible, rendre les avions invisibles aux radars ennemis. La furtivité, c'est un objectif, une quête qui découle directement de la naissance du radar. Pour savoir comment un avion peut échapper à une détection radar, il faut en comprendre le fonctionnement. Un radar émet des ondes électromagnétiques dans le ciel dont il capte l'écho lorsqu'elle rencontre un obstacle. Le radar, c'est exactement comme une lampe de poche. Vous êtes la nuit dehors, vous éclairez le ciel, s'il n'y a rien à voir, il n'y a que du noir. Le radar, lui, il n'envoie pas de la lumière, mais une onde électromagnétique qui va comme ça balayer le ciel. Si un objet est là-bas, eh bien, hop, le signal va revenir en écho et je vais le revoir sur mon écran radar. C'est ce qu'on appelle la SER, la surface équivalent radar. Plus l'objet est gros et métallique, plus gros sera le point sur mon écran. Alors la SER de l'objet, c'est donc une quantité qu'on exprime en mètres carrés, et plus cette valeur est importante, et plus donc l'écho qui va être envoyé par la cible va être de fort niveau. En comparant les durées d'émission des signaux reçus par les antennes, il est donc possible de déterminer la taille, la forme, la direction et la vitesse d'un avion. Et surtout, d'en localiser précisément la position. Le radar est né au début du XXe siècle. Dans les années 30, des scientifiques l'utilisent à des fins météorologiques pour détecter les orages. Très vite, ils s'aperçoivent que les ondes électromagnétiques permettent également de repérer des appareils en vol. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force comprend immédiatement le potentiel stratégique d'un tel système et décide d'équiper la côte britannique d'une ceinture de protection radar nommée la Chain Home. La Chain Home permettait de détecter les avions allemands à peu près quand ils commençaient à décoller du nord de la France et à traverser la Manche. Donc ça donnait aux chasseurs britanniques un préavis suffisant pour décoller et monter intercepter les avions allemands. Grâce à la Chain Home, pour 900 avions britanniques abattus, 1700 appareils allemands sont détruits en vol. Un bilan terrible pour l'assaillant nazi. La chaîne Home, elle a permis la victoire britannique de la bataille d'Angleterre, donc elle s'est montrée très efficace. Tous les états-majors comprennent alors que l'utilisation du radar a définitivement changé les règles du combat aérien moderne. Il marque le départ d'une incroyable course à la technologie, entre celui qui aura le meilleur glaive pour frapper et celui qui aura le meilleur bouclier pour se protéger. Dès la fin de la bataille d'Angleterre, les Allemands s'interrogent. Comment éviter de se faire repérer par les radars anglais? En fait,
c'est presque par hasard que le Troisième Reich va trouver un premier élément de réponse. En 1943, la Luftwaffe reçoit l'ordre de frapper l'Amérique qui vient d'entrer en guerre. Ses ingénieurs développent alors un tout nouveau concept, l'aile volante bombardier. Si les Allemands avaient eu le temps de produire en série le HO-229, l'issue de la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas été la même. Et voici à quoi ressemblait cet appareil révolutionnaire. Le Horten HO-229 est une aile volante bombardier à long rayon d'action de 16 mètres d'envergure. Les 2 turboréacteurs intégrés au fuselage de part et d'autre du cockpit auraient permis à l'appareil d'atteindre 16 000 mètres d'altitude, à la vitesse subsonique de 980 km/h, en emportant plus d'1 tonne de bombes sur 2000 km sans ravitaillement. Des défis incroyables pour l'époque. Ce projet d'aile volante est poussé et apprécié par Göring. D'après lui, c'est le seul objet volant capable de répondre à sa doctrine des 3000. 1000 km/h pour la vitesse, un rayon d'action de 1000 km pour lâcher 1000 kg de bombes. De par sa forme, l'aile volante offre une meilleure portance, ainsi qu'une meilleure répartition de l'effort qu'un avion traditionnel de même envergure. Elle permet donc de transporter plus de matériel, sur de plus longues distances, en consommant moins de carburant. Mais en quoi le HO-229 aurait-il répondu à la menace des radars de la Chain Home? L'avantage de l'aile volante, en termes de furtivité notamment, c'est qu'elle n'a pas de surface verticale, elle n'a pas de dérive. Donc c'est un avion qui est extrêmement plat, qui ressemble à une raie manta, et donc qui, de face, de profil, finalement renvoie assez peu d'ondes, ne serait-ce que par son dessin originel. Le principe d'aile unique, l'absence d'empennage arrière, les turboréacteurs et les armes intégrées au fuselage réduisent la réflexion des ondes vers le radar émetteur. Et les capacités furtives du HO-229, constituées presque exclusivement de bois, ne s'arrêteraient pas là. Il se trouve que les ingénieurs allemands avaient, pour coller les plaques en contreplaqué, utilisé un espèce de mélange qui était constitué de colle, certes, de suure, mais aussi de charbon de bois. Et ce mélange-là, il était lui-même un mélange qui permettait d'absorber les ondes radar. Même si toutes les caractéristiques furtives du HO-229 n'ont jamais pu être prouvées scientifiquement, l'avion secret d'Hitler semblait donc moins sensible au radar. Un avion comme celui-là aurait pris de court les radars, aurait bombardé l'Angleterre sans encombre et serait revenu à domicile grâce à sa vitesse, sans être inquiété ni par la DCA ni par les chasseurs. Il pose les bases de la furtivité. En avril 1945, alors que l'Allemagne nazie vacille, les troupes américaines du 8e corps qui se dirigent vers Berlin mettent la main sur le 3e prototype du Horten HO-229. Il y avait une dizaine d'appareils qui étaient en cours d'assemblage au moment où la guerre se termine et les Américains investissent les lieux de production. Donc quand les Américains découvrent le HO-229, c'est logique, on l'envoie chez Jack Northrop qui est l'ingénieur le plus à l'aise avec l'aile volante. Bon, il faut dire qu'en 1941, Northrop travaillait, étudiait le concept d'aile volante dans le cadre d'un bombardier stratégique. Si le HO-229 n'a jamais vu le jour en série, la première aile volante de combat de l'histoire de l'aviation anticipait déjà tous les axes de recherche des technologies furtives. L'altitude, la vitesse et la faible signature radar. 3 axes que le nouvel ordre mondial va faire progresser à pas de géant. La course à la furtivité est lancée, plus rien ne l'arrêtera. Dans les années 50, donc c'est le début de la guerre froide, c'est aussi l'escalade en termes d'essais nucléaires entre les Américains et les Russes. Et donc l'objectif pour les Américains, il est simple, c'est de pouvoir concevoir un appareil qui est capable d'aller au-dessus du territoire soviétique pour savoir ce que l'armée russe peut produire comme menace pour les États-Unis. Le seul moyen pour obtenir des renseignements sur la production militaire, sur les bases militaires, sur le nombre de matériels les plus importants, c'est la reconnaissance aérienne. Mais la reconnaissance aérienne, c'est violer aussi la souveraineté des États. Alors comment survoler l'Union soviétique en toute impunité?
sans être repéré ni intercepté, ou risquer de déclencher une crise diplomatique. En 1954, pour répondre à ces questions, la CIA charge l'avionneur Lockheed Martin de développer un appareil de reconnaissance aux capacités jamais égalées jusque-là, le U-2. Le U-2 est le premier avion au monde à voler à 70 000 pieds, 21 km d'altitude. C'est 2 fois plus haut que les avions de ligne. Dans les années 50, d'aller haut, c'est le seul moyen de la furtivité. Déjà, tous les radars ne voient pas aussi haut, et après, ils ne savent pas guider un chasseur qui de toute façon ne peut pas monter aussi haut. Mais comment faire voler un avion de plusieurs tonnes aux confins de l'atmosphère? Comment garantir la sécurité du pilote à de telles altitudes? Chez Lockheed Martin, au bureau d'études des projets top secrets, la solution s'impose d'elle-même. Avec le U-2, c'est la mission qui va définir les caractéristiques de l'appareil. Il faut qu'il puisse voler très haut et embarquer le maximum de matériel d'observation. Donc le poids compte. Cela veut dire pas de superflu, pas d'armement. Hormis la carlingue, à l'intérieur, on a un pilote, des équipements photographiques ou électroniques et du carburant. Et c'est tout. Le U-2 voit le jour sous la forme d'un très grand planeur de 30 mètres d'envergure, composé presque exclusivement d'aluminium. La masse de l'appareil n'excède pas 7 tonnes au décollage. Et le monoréacteur propulse le U-2 à la vitesse maximale de 805 km/h. L'avion n'est certes pas rapide, mais il a la capacité de voler haut et loin. 5600 km sans ravitaillement. Ce U-2, il a des ailes droites, il décolle avec des balancines en bout d'aile qui larguent, il a un train monotrace, il monte difficilement, mais quand il est là-haut, il y reste longtemps. Le U-2, on est à la limite du spatial en réalité. C'est-à-dire que le pilote porte une combinaison qui est une combinaison d'astronaute. Il est engoncé dans un casque, il n'arrive quasiment pas à bouger, la cabine est toute petite. Alors en revanche, il a quand même l'avantage de voir la Terre comme la verraient les dieux, puisqu'il voit la rotondité de la Terre en fait, et il voit déjà le ciel noir et les étoiles. Donc on est déjà dans l'espace. Le U-2 effectue son premier vol le 4 août 1955 depuis la très secrète zone 51, au nord du Nevada. Les qualités de l'appareil séduisent la CIA. Mais si elles promettent d'échapper aux radars soviétiques, elles ne sont pas sans contrainte pour autant. La principale contrainte dans ce qu'on appelle le domaine de vol, c'est de rester à une altitude précise en respectant une vitesse optimale. À 21 000 km d'altitude, la vitesse de vol d'un U-2 doit impérativement osciller entre 780 et 800 km/h. Une marge de manœuvre très étroite de 20 km/h qu'il est indispensable de respecter. Si l'appareil va trop vite, la charge que supporte la structure sera trop importante avec le risque de déchirement, par exemple des ailes ou d'autres parties du fuselage. Au contraire, si on réduit un peu trop la vitesse, une altitude comme celle-là, avec l'air qui est très rare, l'avion tombe. Et cette contrainte n'est pas la seule. L'appareil, qui a largué ses patins lors du décollage, doit atterrir sur son train ventral monotrace. Une opération particulièrement délicate. À l'atterrissage, ça se comporte comme un planeur. Donc quand les U-2 se posent, il y a généralement une grosse cylindrée américaine qui vient derrière pour surveiller l'atterrissage et qui guide le pilote pour éviter qu'une aile touche l'herbe d'un côté ou de l'autre de la piste. Ce mode opératoire n'entache pourtant pas les qualités que laisse entrevoir le U-2. En 1956, la première mission de reconnaissance au-dessus de la Pologne et de la République démocratique d'Allemagne est un succès. L'avion n'est pas détecté. Quelques semaines plus tard, le U-2 effectue son premier survol de l'espace aérien soviétique. C'était un 4 juillet 1956, donc jour de la fête nationale américaine, où le U-2 traverse le territoire russe en volant au-dessus de Leningrad et de Moscou. Et le U-2 va ramener quantité de documents et des photographies de bonne qualité, de très bonne qualité, des sites nucléaires soviétiques. Pourtant, le succès de l'opération reste en demi-teinte pour le gouvernement américain qui souhaite agir en toute discrétion.
Les premiers vols de U-2 au-dessus de l'Union soviétique sont repérés, bien sûr, mais ils ne sont pas interceptés. À chaque fois, les soviétiques les voient venir, ils envoient des chasseurs, mais les chasseurs, ils font comme ça, quoi. Ils n'arrivent pas à joindre. Et il y a des protestations des soviétiques devant les Nations Unies sur ces violations de la souveraineté aérienne de l'URSS. Les missions des U-2 violent clairement le droit international et sont donc menées clandestinement par la NASA, pour le compte de la CIA. Une couverture toute trouvée. Lockheed et le Pentagone vont choisir la désignation U pour Utility. C'est-à-dire ils vont dire « Non, on n'a pas fait un avion de reconnaissance, on a fait un avion d'observation de la Terre et un avion météo, Utility ». C'est un avion qui est destiné à aller chercher des particules en altitude et c'est un avion qui est destiné à faire de la recherche météorologique. En fait, pas du tout, c'est un avion espion. À l'aube des années 60, même si les nouveaux réglages des radars permettent de repérer le U-2, l'appareil est considéré comme arborant une furtivité tactique. Car à plus de 20 km d'altitude, il reste inaccessible. Le U-2, il a été sur tous les théâtres d'opération dans lesquels ont été engagés les Américains pendant la guerre froide. Évidemment en Asie, avec la guerre du Vietnam, mais aussi pendant la crise des missiles à Cuba. Les Américains peuvent pendant un moment voler impunément au-dessus de l'Union soviétique. Pas qu'au-dessus de l'Union soviétique, il faut aussi des vols au-dessus de leurs alliés, parce que c'est une bonne guerre. En tout cas, le U-2, c'est un avion qui va inquiéter très vite les soviétiques, parce qu'ils savent que les Américains lisent à livre ouvert dans leur jeu. Pour les pays du bloc soviétique, c'est un vrai casse-tête. Comment intercepter cet appareil qui les nargue en toute impunité? Développer un intercepteur capable de voler aussi haut demande des moyens et du temps qu'ils n'ont pas. Ils décident alors de miser sur un tout nouveau missile à très long rayon d'action. Les soviétiques, conscients de la menace, vont se mettre au travail et vont développer un missile avec plusieurs étages qui sera capable de grimper à 70 000 pieds. En fait, ils vont développer le SA-2. Ils vont non seulement développer le SA-2, ils vont développer un concept d'emploi avec. Les Russes mettent en œuvre donc une stratégie qui consiste donc à envoyer non pas un missile, mais une myriade de missiles. Le 1er mai 1960, lors du 24e survol de l'URSS, un U-2 de la CIA disparaît en mission. Aux commandes, le pilote Gary Powers. L'U-2 va passer vertical, un site de défense solaire. Les Russes vont tirer une bordée de missiles. Le U-2 finit par tomber parce que les systèmes d'armes utilisés par les Russes ont une portée beaucoup plus importante que ce que les Américains imaginaient. Les Américains vont apprendre avec l'affaire Francis Gary Powers qu'ils sont plus invulnérables au-dessus du territoire soviétique. Côté soviétique, cette interception est une formidable aubaine pour les ingénieurs. La récupération des débris est une occasion inespérée de rattraper leur retard. Les Russes se retrouvent avec le U-2, craché mais exploitable, et donc ils vont faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, de façon à décortiquer l'ensemble de ses avantages, technologies et autres matériaux, et ils vont développer une pâle copie, je dirais, du U-2 qu'on appelle le S-13. Ils ont fait une maquette, ils communiquent énormément en disant maintenant nous aussi on a notre U-2 soviétique, mais en fait il n'a même pas volé. En mai 1962, le programme soviétique du Beriev S-13, initié par Nikita Khrouchtchev, est abandonné. Il se trouve que les Russes n'avaient pas les capacités ou technologiques ou matérielles ou industrielles de produire un équivalent du U-2. Donc le S-13 est passé aux oubliettes de l'histoire. Aux États-Unis, l'affaire Gary Powers est un échec retentissant dont il est urgent de se relever. Les Russes ont maintenant des missiles qui vont plus haut et plus vite. Réponse des Américains, on va inventer un avion qui aille encore plus haut et encore plus vite. Et cet avion révolutionnaire qui va faire franchir un nouveau palier à la technologie furtive, le voici, le Lockheed A-12. Un avion de surveillance à haute altitude et à grande vitesse, capable de monter à 80 000 pieds et de voler sur de longues distances, à une vitesse supersonique invraisemblable. Pour le Lockheed A-12, on est sur du Mach 3, donc des appareils qui volent à plus de 3000 km/h, et pour les dernières versions qui atteignent 3700 km/h. Donc on est sur des vitesses complètement effarantes. Le but principal sera vraiment d'avoir l'avion militaire le plus rapide au monde, capable d'échapper à tous les missiles et à tous les intercepteurs qui existent à l'époque.
compte tenu des technologies de l'époque, on rentre quasiment dans la science-fiction. Parce que c'est un avion qui va réunir un nombre de technologies incroyables. Comment faire voler un avion à de telles vitesses et à des altitudes si élevées? À quels défis les ingénieurs vont-ils se confronter pour répondre aux exigences de la CIA? Du fuselage à la cellule, en passant par le train d'atterrissage ou les moteurs, tout est à inventer. La première difficulté à surmonter avec ce type d'aéronef, c'est déjà d'avoir un aéronef qui puisse voler à cette vitesse. Donc l'aspect quand même aérodynamique était quand même un élément très dimensionnant. Pour aller aussi vite, on voit qu'on a un fuselage très allongé et très plat. Et à l'arrière, 2 gros réacteurs et pratiquement pas d'ailes en fait. Le but, c'est de réduire au maximum la traînée de l'avion. Le fuselage d'un avion qui se déplace à plus de 3000 km/h peut atteindre des températures supérieures à 350 degrés. La machine est mise à rude épreuve. Pour protéger le pilote, les ingénieurs ont imaginé un cockpit en quartz qui puisse résister même à très haute vitesse quand ces températures très fortes créées par le frottement de l'air se développent autour de l'avion. On va se rendre compte très rapidement qu'il faut protéger l'équipage, évidemment, mais il faut aussi et avant tout protéger les équipements. Donc les Américains vont choisir de fabriquer un avion qui sera en titane, un matériel qui est léger, qui résiste bien à la chaleur, mais qui est difficile à usiner. Le titane est si difficile à travailler, à mettre au point qu'il y a beaucoup d'avions, des prototypes qui ne voleront jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Si le titane est difficile à travailler, c'est en revanche le seul matériau connu capable de répondre aux contraintes mécaniques auxquelles l'avion supersonique est exposé. Pourtant, une difficulté demeure. Seul problème, à l'époque, le titane est produit essentiellement en URSS. On a un avion qui est donc avec un matériau rare qu'il faut se fournir dans un pays qui n'est pas un pays allié. Et en plus, on a un coût très élevé qui vient s'ajouter à toutes les autres contraintes technologiques qu'on a sur cet appareil. Une fois l'appareil opérationnel, reste à déjouer efficacement les systèmes de reconnaissance ennemis. Pour cela, le A-12 ne doit pas seulement voler haut et vite. Les ingénieurs de chez Lockheed doivent aussi le rendre plus difficile à détecter par les radars. Ce concept de faible détection marque une nouvelle étape fondamentale dans l'évolution des technologies furtives. On parle alors de furtivité passive, fondée sur la forme et les matériaux de l'appareil. La géométrie, il fait pour beaucoup. Le fait d'avoir des courbures très propres, très effilées au niveau des ailes, le nez qui est parfaitement découpé et effilé, tout ça, ce sont des points qui permettent d'être très peu visibles au travers des radars adverses. Afin de limiter la réflexion des ondes radar vers l'émetteur, les ingénieurs de chez Lockheed affinent la géométrie du A-12. La flèche de la voilure est accentuée. Le fuselage est écrasé et doté de bords d'attaque très prononcés, courant de la pointe du nez jusqu'à l'emplanture des ailes. Enfin, les empennages verticaux sont inclinés de 15 degrés vers l'intérieur. Et les principes de furtivité du A-12 ne vont pas se cantonner à la géométrie de l'appareil. Pour le A-12, on a mis au point pas mal de choses sur son revêtement. Notamment, on a des peintures spéciales composées de microbilles d'acier qui absorbent les ondes radar. On a ce qu'on appelle des triangles rames, qui sont faits des triangles dans lesquels l'onde radar va se piéger toute seule. Une technologie si moderne que sa mise au point reste encore top secrète aujourd'hui. En janvier 1960, satisfaite des performances de son nouvel appareil, la CIA commande une dizaine d'exemplaires du A-12, sous le nom de code Oxcart. Le A-12 était plutôt destiné à des missions d'attaque. Très rapidement, sa soute va être supprimée, son nez va changer et on va installer à bord des systèmes de reconnaissance. Des caméras, des capteurs, beaucoup de capteurs. Et donc en fait, d'un avion qui était plutôt destiné à être un super avion d'attaque, ça va devenir un super avion de reconnaissance stratégique. Mais la quintessence de l'avion de reconnaissance stratégique, c'est avec le développement de la version biplace du A-12, le légendaire SR-71 Blackbird, que la CIA finira par l'obtenir.
Le SR-71 reprend les caractéristiques du A-12, mais il va emporter plus de carburant pour lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Il va emporter beaucoup plus d'appareillage électronique de façon à récupérer des informations, des signaux électromagnétiques, des signaux radio, infrarouges, qui pourront être décortiqués par les services secrets par la suite. Le 21 mars 1968, l'appareil est prêt à décoller pour sa première mission furtive au-dessus de la Corée du Nord. Elle marquera le début d'une longue série de vols de surveillance. En disposant intelligemment les bases de SR-71 à plusieurs endroits stratégiques dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, le renseignement américain va pouvoir couvrir l'essentiel des points d'intérêt de la planète. Un petit peu comme avec un satellite, mais avec une réactivité peut-être encore plus grande pour l'époque. Seulement, à Mach 3, le SR-71 engloutit près de 500 litres de carburant à la minute. Comment parcourir les milliers de kilomètres qui séparent ces zones d'intervention des bases de décollage? Une mission type en SR-71 nécessitait au moins 3 ou 4, voire 5 ravitaillements en vol. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le SR-71 montait à 28 000 mètres, redescendait à 8 000 mètres, rencontrait un tanker, faisait son ravitaillement et repartait en haute altitude pour prendre les clichés qu'il devait ramener. Une consommation de carburant colossale en grande partie due à la puissance des réacteurs, mais pas uniquement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les réservoirs de kérosène imaginés par les ingénieurs ne sont pas étanches. C'est un avion extraordinaire, mais très bizarre quand même. Hein, parce qu'à 350 degrés, le métaux, il se dilate. Donc, quand il est au sol froid, il fuit. Il va falloir attendre qu'il monte, qu'il préchauffe, pour que là, enfin, ça devienne jointif, ça devienne hermétique, et à ce moment-là seulement, on peut refaire le plein. Comme le U-2 en son temps, les qualités du SR-71 prennent le pas sur ses défauts. L'Oiseau Noir devient à son tour le fer de lance de la reconnaissance stratégique américaine. Au-delà de ses performances extraordinaires, le SR-71, ça va être un objet entre les mains des responsables politiques des administrations américaines qui vont succéder. Parce que quand une crise se développe dans le monde, un SR-71 va partir de sa base américaine, va faire des vols de reconnaissance et va ramener des informations qui, quelques heures après, vont se retrouver sur le bureau du président à la Maison-Blanche. Ça leur donne une vision de l'actualité, une vision des crises qui leur permet d'avoir un coup d'avance. Après plus de 3500 missions et quelques 50 000 heures de vol, aucun SR-71 n'a jamais été abattu. Pourtant, au début des années 90, les progrès en matière de reconnaissance satellite finissent par supplanter l'Oiseau Noir dans les missions d'espionnage. Compte tenu du progrès de l'imagerie spatiale, des images infrarouges, du renseignement électronique, le SR-71, compte tenu de son coût à l'heure de vol, de son coût à l'entretien, les Américains n'en avaient plus besoin. Même si 2 appareils continuent de voler pour le compte de la NASA jusqu'en 1999, le SR-71 tire officiellement sa révérence. C'est un avion qui reste extraordinaire, qui suscite l'admiration de tout le monde et qui a sûrement suscité l'admiration des adversaires de l'époque, c'est-à-dire des soviétiques, qui finalement n'ont jamais réussi à faire un avion qui soit aussi proche du SR-71. Mais la course technologique à laquelle se livrent les ingénieurs aéronautiques, entre le glaive qui frappe et le bouclier qui protège, n'est pas terminée. Après les avions de reconnaissance, le nouveau défi, c'est la furtivité au combat. On passe dans une phase où la furtivité, on l'utilise pour traverser le territoire ennemi, non plus pour juste le surveiller, mais pour aller attaquer ses défenses aériennes en particulier, donc pour faire du bombardement. Mais comment réaliser ce qui n'a pu être accompli jusqu'alors? Comment rendre un avion invisible au radar, quelle que soit sa vitesse ou son altitude? C'est avec le fameux F-117 Nighthawk et ses formes improbables que les ingénieurs apportent des réponses dès 1975. La géométrie du F-117, elle est révolutionnaire. Elle est basée sur une équation mathématique qui permet de prédire comment vont se réfléchir les ondes électromagnétiques. Le F-117 est vraiment nouveau de par ses formes. C'est une sorte de flèche, il est totalement plat sous le dessous, il a de multiples facettes, les formes sont totalement cassées sur le dessus. Le but, c'est bien de ne pas réfléchir les ondes reçues vers le radar adverse, mais qu'elles soient réfractées un petit peu dans les différents endroits de l'espace.
c'est ce qu'on appelle la diffraction des ondes radar. Un concept complexe qui nécessitera l'avènement d'une autre technologie pour être enfin exploité en vol. Sans les développements de l'informatique, il n'y a pas de Nighthawk, il n'y a pas de F-117. À la fois pour sa conception, qui nécessite des calculs importants pour connaître les angles les plus adaptés pour telle ou telle situation d'onde radar, mais aussi pour les capacités de vol. C'est la furtivité qui va dicter le dessin de l'avion. Et finalement, l'aérodynamique va être secondaire, ce qui va donner lieu à une équation extrêmement compliquée à résoudre. Une équation qui se traduit par de multiples facettes, un fuselage aux jonctions discontinues où chaque panneau s'imbrique selon une ligne brisée. Un cockpit en dents de scie et un équipement totalement dissimulé, armes, réservoirs et réacteurs, rien n'est visible. Le second grand principe pour être furtif, c'est d'absorber ces ondes. Donc là, on va traiter le revêtement de l'avion avec des matières spécifiques, avec des peintures spéciales. Par contre, ce traitement, il faut régulièrement l'affiner après chaque vol, vol après vol. C'est un entretien qui est permanent. La moindre réparation sur un F-117, c'est une affaire de spécialiste. Puisque si vous changez une pièce, il faut immanquablement recouvrir la surface de peinture absorbant les ondes radar. Donc tout de suite, c'est une affaire de spécialiste. C'est pas juste une affaire de chaudronnier et de peintre. La forme de l'avion, le revêtement absorbant les ondes et un entretien très minutieux donnent naissance à un appareil à l'empreinte radar minime, estimée à 0,1 m², soit 1000 fois moins que celle d'un avion de ligne. Mais les ingénieurs n'en ont pas terminé avec le développement de l'appareil, car le plus dur reste à faire. Et là encore, l'informatique joue un rôle crucial. Le F-117, c'est un avion qui, sans les commandes de vol électriques et sans les ordinateurs de vol, ne pourrait pas évoluer. Et donc, les ingénieurs de la division Skunk Works de Lockheed vont devoir développer toute une batterie d'ordinateurs associés à des commandes de vol électriques pour que cet avion, qui en réalité serait impilotable, reste maîtrisable par son pilote. Au début des années 80, le chasseur fantôme de Lockheed Martin répond à tous les défis imposés aux ingénieurs. Il entame alors sa carrière opérationnelle dans le plus grand secret. Le F-117, il est autant furtif administrativement que opérationnellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de personnes qui sont au courant de son existence, y compris même au Congrès américain. C'est un programme capital pour l'époque. Et on sait très bien que les Soviétiques s'y intéressent. Au milieu des années 80, en fait, les Américains vont inventer toute une mythologie autour de l'avion furtif pour masquer la réelle existence et l'utilisation possible du F-117. Ils vont inventer de toutes pièces un avion qui s'appellera le F-19, Stealth Fighter, et qui en fait n'a jamais existé. L'opération de désinformation est un succès. L'avion fantôme américain est si mystérieux qu'il est l'objet de tous les fantasmes. Entre 89 et 91, les autorités belges reçoivent des centaines, des milliers de témoignages d'objets non identifiés, triangulaires, qui volent au-dessus du territoire belge. Cet avion qui doit être invisible, on finit par le voir partout. On croit le voir dans le nord de l'Europe, en Belgique ou en Angleterre, survoler les autoroutes. En réalité, on se demande si ce n'est pas un ovni. Voilà, on est vraiment dans une époque où c'est l'avion qui va susciter le plus de fantasmes. Les exploits du F-117 lors de la guerre du Golfe en 1991 marquent les esprits et renforcent le mythe. Mais 8 ans plus tard, en pleine guerre du Kosovo, un événement inimaginable va tout changer. Le F-117 tombe au Kosovo parce qu'il est tiré par un missile SA-3 avec un radar de première génération. Que s'est-il passé le 27 mars 1999 ? Comment les missiles serbes ont-ils réussi à abattre cet avion de plus de 40 millions de dollars, réputé indétectable ? Le F-117, s'il se crache, c'est à la fois parce que les conditions de vol se sont dégradées, qu'on est aussi dans une nuit de pleine lune où on peut le distinguer visuellement aussi, et aussi parce qu'on le fait passer aux mêmes endroits 2 ou 3 nuits d'affilée. Ce qu'il faut voir, c'est que quand cet avion est engagé au Kosovo en 1999, il intègre des technologies qui ont été développées en 1979, 20 ans avant. Donc en fait, c'est un avion qui, technologiquement, n'est pas dépassé, mais n'est plus à la pointe de la technologie.
Et très certainement que les Serbes, aidés par leurs alliés russes de l'époque, ont trouvé des failles pour déceler cet appareil, notamment en jouant sur les bandes de fréquence de leur radar. Comment les Serbes ont-ils précisément réglé leur radar? À ce jour, l'information reste placée sous le sceau du secret. Seule certitude, cette interception en pleine mission ne remet pas en cause les fondements technologiques de la furtivité passive. Aux États-Unis, en parallèle au développement du F-117, on n'a jamais renoncé à exploiter le potentiel de l'aile volante. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs de l'avionneur Northrop mettent tout en œuvre pour valoriser le travail réalisé par les nazis sur le HO-229, découvert à la Libération. Après plusieurs prototypes au comportement de vol particulièrement instable, comme le YB-35 puis le YB-49, c'est grâce au progrès de l'informatique que le bombardier furtif à la forme d'aile volante devient possible. 40 ans plus tard, le B-2 Spirit est né. Le B-2, c'est un programme d'avion furtif destiné aux forces aériennes stratégiques américaines, donc destiné à assurer la dissuasion nucléaire. C'est l'avion qui, à la fin des années 80, devait être l'arme ultime de la guerre froide. C'est-à-dire un cran au-dessus encore du F-117, mais pour les mêmes missions. Traverser le rideau de fer et frapper les objectifs stratégiques de l'adversaire. Après le F-117 aux formes anguleuses, le bombardier stratégique à long rayon d'action B-2 Spirit marque un retour à l'aérodynamisme. L'aile volante à la forme de chauve-souris mesure 5 mètres de haut pour 21 mètres de long et 52 mètres d'envergure. Propulsée par 4 réacteurs cachés dans le fuselage, elle est en mesure de parcourir plus de 8000 km sans ravitaillement, à la vitesse de 973 km/h, aussi bien à haute qu'à basse altitude, dans la plus grande discrétion. Le B-2, lui, il est conçu pour aller encore plus loin, on va dire, que le F-117. Il va être capable de faire des missions très longues, une quarantaine d'heures de vol, ce qui est tout à fait exceptionnel. La première utilisation opérationnelle connue du B-2, c'est la guerre du Kosovo. Et là, les Américains vont vraiment vouloir faire la démonstration du punch global, c'est-à-dire leur capacité à partir d'une base américaine, à traverser l'Atlantique Nord, à traiter une cible, à bombarder les cibles qui lui ont été assignées en Serbie et à rentrer ensuite aux États-Unis. Le message, c'est nous pouvons frapper où nous voulons, quand nous voulons, sur toute la planète. En vol, le B-2 est si discret qu'il n'apparaît pratiquement pas sur les radars. Le B-2 est effectivement un énorme avion, mais en termes de signature radar, il ne signera pas plus qu'un petit pinson qui va voler autour d'un arbre. Comme sur le HO-229 en son temps, la forme d'aile volante en W, l'absence d'empennage arrière et le ventre plat, ne renvoient pas les ondes vers le radar émetteur. Les entrées d'air des réacteurs en chicane réduisent la réflexion des ondes sur les moteurs. Les parties vitrées, recouvertes d'un film d'or, atténuent la réflexion des ondes dans le cockpit et un revêtement de couleur noire les absorbe. À l'arrière, sur la partie supérieure de l'aile, le système d'échappement aplati dilue la température des gaz dans l'air pour réduire la signature infrarouge de l'appareil. L'avion est conçu pour la furtivité, non seulement au point de vue de l'aérodynamisme, la conception des moteurs ou l'emport de l'armement, mais aussi au niveau des communications. C'est-à-dire que l'avion ne doit pas émettre ou émettre très peu de rayonnement, et donc ce qui limite sa connectivité. Par exemple, le B-2 n'avait pas de liaison 16, c'est-à-dire une liaison tactique qui permet d'obtenir des éléments sur la situation du champ de bataille. En clair, lors des missions en B-2, les pilotes n'ont pas d'informations en temps réel sur la zone de combat. Ils sont réduits au silence. La furtivité du B-2 est donc intégralement pensée pour arborer des signatures visuelles, radars, infrarouges, acoustiques et électromagnétiques les plus basses possibles. Des prouesses techniques sans équivalent au coût exorbitant. Le B-2 Spirit reste un des avions les plus coûteux de l'histoire de l'aéronautique. Plus de 2 milliards de dollars pièce en 1990. Sa conception
ultra novatrice, essentiellement à base de matériaux composites, oblige l'armée américaine en fait à le conserver dans des hangars climatisés, avec un taux d'humidité constamment contrôlé. Ça engendre des coûts d'exploitation et de maintenance bien plus importants que les coûts opérationnels. La furtivité du B-2 est si fragile que pour 1 heure de vol, les spécialistes estiment la maintenance au sol à plus d'une centaine d'heures. C'est aussi ça, le prix de la furtivité. C'est un outil fort onéreux pour l'armée américaine, mais ça a un apport aussi bien opérationnel que dans l'opinion publique, c'est-à-dire que ça permet de mettre en avant la puissance américaine aussi bien sur le plan technologique, militaire, que financier. Le B-2, c'est un peu la suite logique de la guerre aux étoiles, de Star Wars et de ce qu'a lancé le président Reagan, où, avec pas mal de bluff aussi, eh bien, il a fait en sorte que les Russes n'ont pas pu suivre. Et l'Union soviétique s'est effondrée. Mais jusqu'à quand le super bombardier stratégique américain restera-t-il invisible? Les radars modernes finiront-ils un jour par le repérer? Le B-2, comme de toute façon toutes les technologies militaires, au fur et à mesure va être rattrapé, au fur et à mesure va devenir obsolète. Il y a aujourd'hui des radars très basse fréquence qui peuvent détecter un avion, même s'il est furtif. Il y a par ailleurs le développement de ce qu'on appelle les radars passifs. Donc là, en fait, c'est des radars qui n'émettent pas, qui utilisent les ondes déjà existantes dans la vie de tous les jours. Ça va être les ondes radio, les ondes TV, les ondes pour les téléphones portables, par exemple, et qui vont calculer en fait la perturbation créée par un objet qui traverse ces ondes. Donc il suffit d'écouter ces ondes et puis de détecter un changement. Pour contrer l'évolution des nouveaux systèmes radars, les technologies furtives actuelles ne se limitent pas au B-2. Voici le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Ces chasseurs, dits de 5e génération, synthétisent les connaissances sur la furtivité acquises ces 70 dernières années. Et surtout, contrairement au F-117, ils sont très maniables et peuvent se défendre seuls en cas d'attaque ennemie. Le F-22, en fait, c'est le premier intercepteur furtif. Il doit être capable de détecter des avions ennemis, de les poursuivre, d'engager un combat aérien, et c'est ce qui change tout, en fait. Là, on a un compromis entre furtivité et manœuvrabilité. Le cahier des charges du F-22, c'était non plus la supériorité aérienne, mais la suprématie aérienne. C'est-à-dire la capacité à gagner 100% des combats aériens engagés. Et avec un ratio qui était visé de 1 appareil F-22 abattu pour 10 appareils adverses. À 360 millions de dollars l'unité, on dénombre à ce jour près de 200 F-22 en service. Alors le F-22 reste un chasseur-intercepteur, c'est son unique opération, mais le F-35 est un chasseur multirôle. Donc il est capable à la fois de faire de l'interception, de l'attaque au sol, de la reconnaissance. Et donc ça en fait des appareils qui sont une sorte de synthèse à la fois opérationnelle et technologique. Des technologies furtives désormais reprises par les avionneurs du monde entier, comme sur le tout nouveau Chengdu J-20 chinois par exemple, ou sur le Sukhoi 57 russe. En France, même si le Rafale est un avion conçu dans les années 70, il sait lui aussi rester discret. Alors, comment les ingénieurs de chez Dassault ont-ils intégré les principes de furtivité à leur avion de combat? Le Rafale de chez Dassault n'a pas été conçu dès l'origine pour être furtif. On y a rajouté une capacité de furtivité par la suite. Donc on a affaire plutôt à une furtivité tactique, ça veut dire qu'il est capable d'utiliser le terrain pour masquer sa présence. Donc il y a des systèmes de suivi automatique de terrain qui lui permettent de réaliser un vol de pénétration au plus bas niveau possible sans se faire repérer des radars ennemis. Dans l'aéronautique, tout est question de compromis. Compromis entre la masse et la taille, entre la taille et le coût, etc. Et donc c'est la même chose pour la furtivité. En France, ça a été choisi avec le Rafale d'avoir un avion qui soit polyvalent, qui puisse remplir un très grand nombre de missions et qui soit discret. On est loin des concepts de furtivité du F-22 ou du F-35 avec le Rafale. Pour autant, dans l'emploi opérationnel, ses capacités ont largement été démontrées et il est capable de remplir une mission de pénétration profonde à l'intérieur d'un territoire
et de revenir sans s'être fait repérer, ou en tout cas en revenant indemne. Et c'est bien là ce qu'on demande à un chasseur d'aujourd'hui. Si les chasseurs modernes sont la quintessence de la furtivité, les drones de combat qui reprennent l'aérodynamique du bombardier B-2 changeront peut-être à leur tour la manière de faire la guerre. Ces programmes expérimentaux tels que le X-47 Pegasus américain, le Taranis britannique ou le Neuron développé par Dassault ont pour objectif d'assister les avions de combat et d'attaquer en essaim, sans mettre en danger la vie du pilote qui les commande depuis le sol. Mais le nec plus ultra de la furtivité reste à venir. Sur le F-117 et le B-2, la furtivité était un peu une fin en soi. Et c'était vraiment la principale qualité de ces appareils. La furtivité, elle continuera à exister, mais combinée à d'autres technologies. Et en fait, c'est la combinaison des technologies qui permettra d'avoir des systèmes efficaces. La furtivité, elle va être associée à l'avenir, peut-être par des manœuvres de déception. C'est-à-dire associées à des avions furtifs, des drones, qui vont jouer le rôle de leurre et qui vont tromper les défenses de l'adversaire. Ce qui veut dire qu'en fait, l'adversaire va voir arriver vers lui une armada de ce qu'il va croire être des avions de combat, il va tirer tous ses missiles, et en réalité, il n'aura abattu que des drones qui seront des leurs, et la surprise du chef, ce sera les avions de combat pilotés qui arriveront derrière. Si l'on se réfère aux 7 dernières décennies, il est indéniable que la furtivité a profondément transformé les règles du combat aérien et rebattu les cartes en matière de stratégie militaire. Toutes les recherches et les progrès menés par un camp, puis l'autre, se rattrapent sans cesse pour finalement se dépasser. Bien que funeste, cette course technologique à la première marche du podium que se livre l'aviation furtive et son corollaire, la détection radar, ne laisse que peu de doute. L'affrontement entre le glaive et le bouclier se perpétuera coûte que coûte, invisible, au-dessus de nos têtes.